Donc je vais essayer d'aborder cette grande question des conditions de la réalisation de la justice sociale dans un contexte d'inégalité à partir de mon ancrage disciplinaire qui est un ancrage de sociologue et de sociologue empirique, c'est-à-dire de sociologue qui ne cherche pas forcément à rendre raison de l'organisation des sociétés par l'élaboration d'une théorie qui pourrait, encore une fois, rendre compte de l'ensemble de la vie sociale, mais une sociologie résolument empirique, c'est-à-dire tournée vers la manière dont certains acteurs sociaux se représentent le monde, la partie du monde dans lequel ils vivent, et au fond parviennent ou ne parviennent pas à donner du sens à leur vie dans le contexte qu'ils ont à affronter. Donc évidemment, la question des inégalités, c'est une question tout à fait décisif pour la compréhension des sociétés contemporaines. Je crois qu'on a tous en tête, au moins c'est un horizon qui est désormais commun, qui est désormais largement partagé, nous avons tous en tête la conscience de la concentration des richesses dans la société, au niveau global, au niveau de chaque nation, de chaque pays. Il y a évidemment des différences de niveau, il y a des sociétés qui sont plus inégalitaires que d'autres, mais nous avons tous conscience que les inégalités sociales suivent une direction qui est à leur augmentation, à leur croissance, et nous sommes tous confrontés au fond, la question de la gestion, de la régulation démocratique de ces inégalités croissantes. Donc je voudrais vous proposer ce soir un ensemble de réflexions sur un aspect tout à fait particulier de cette croissance des inégalités et un aspect qui recouvre à la fois les obstacles à la réalisation de la justice sociale et peut-être aussi une condition de possibilité du redéploiement de la justice, de l'égalité dans les sociétés contemporaines. Alors je vais m'intéresser, ça sera le cœur du propos que je voudrais vous livrer ce soir, à une question, à un aspect qui est celui au fond de la dimension subjective des inégalités. La dimension subjective des inégalités, c'est tout simplement la manière dont les individus, dont les groupes sociaux perçoivent ces phénomènes de concentration des richesses, perçoivent les phénomènes de pouvoir qui travaillent les sociétés démocratiques contemporaines. Et donc il va s'agir de se placer du point de vue des acteurs et d'essayer de développer une compréhension des inégalités telles qu'elles sont vécues et représentées par ceux qui les vivent dans la société. Donc, s'intéresser aux dimensions subjectives et les mettre en relation avec les dimensions objectives, avec les concentrations réelles des inégalités, telles que notamment nos collègues économistes peuvent les mettre au jour dans leurs travaux. Alors, avant d'aborder successivement 3 points, avant d'aborder d'abord l'effet de cette transformation sociologique de grande ampleur que j'appelle individualisation des inégalités à la suite d'autres sociologues, et avant d'évoquer les effets de cette transformation sur nos modèles de solidarité, sur nos états sociaux, et puis peut-être avant, dans un dernier temps, d'envisager, encore une fois, des voies et moyens de sortir d'un certain nombre d'impasses au regard de la justice sociale dans nos sociétés, je voudrais vous proposer en guise d'introduction un détour par une réflexion de sociologie historique, qui est très peu mobilisée, en tout cas à ma connaissance, et sans doute ma connaissance est-elle perfectible, et surtout à cette heure, puisque pour moi qui viens de Paris, il est évidemment beaucoup plus tard que pour vous ce soir. Donc une réflexion que j'ai trouvé dans un ouvrage que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Le pain et le cirque, donc un ouvrage de l'historien de l'Antiquité Paul Venn, proche de Michel Foucault, et qui avait dans cet ouvrage développé une réflexion absolument magistrale sur l'évergitisme antique, c'est-à-dire sur l'équivalent de la philanthropie contemporaine telle qu'elle était mise en œuvre par des notables locaux en Grèce, par des sénateurs romains et puis par l'empereur lui-même dans la période de la Haute Antiquité. Et Paul Venn propose une réflexion en 3 temps sur un mécanisme tout à fait décisif au regard de ces dimensions subjectives de l'inégalité. Il s'intéresse au mécanisme de l'envie.
mécanisme de l'envie. Et Paul Venn se pose une question au fond très simple et pourtant tout à fait fondamentale. Et la réflexion de Paul Venn, elle nous permet de comprendre, je pense, dans sa radicalité, la difficulté à faire face à la compréhension des inégalités dans notre société. Et au fond, le détour par une société prémoderne, au fond, il est quelque part pour les sociologues un réflexe de méthode. Nous, sociologues, qui travaillons sur les sociétés dans lesquelles nous vivons, nous n'avons pas la commodité d'avoir un lieu, un espace intellectuel que nous pourrions opposer à cette société. Nous sommes pris dans ces sociétés, nous y sommes, on pourrait dire, englués. Et le recours à la réflexion sur les sociétés antiques, les sociétés d'ordre, eh bien, elle va nous permettre de mettre à distance le contemporain et d'y trouver des éléments de questionnement pour pouvoir les interroger à nouveau frais. C'est pour ça que, d'une manière un petit peu humoristique, le disciple d'Émile Durkheim, Célestin Bouglet, disait à propos de l'Inde, qui est la société d'ordre par excellence, que si l'Inde n'existait pas, il faudrait l'inventer pour la sociologie, parce que l'Inde nous permet de mettre en regard la société moderne égalitaire avec une société ancienne inégalitaire. Donc, revenons à Paul Venn, à l'analyse de l'envie. Paul Venn s'interroge sur le fait que le pouvoir des notables dans la Grèce antique ne fait pas l'objet de contestations sociales. On a des inégalités qui recouvrent l'ensemble des dimensions de la vie sociale et qui pourtant ne font l'objet d'aucune ou de presque aucune contestation réelle. Et Paul Venn va réfléchir en sociologue, en philosophe, en historien sur les mécanismes psychologiques qui rendent compte de cette légitimation des inégalités et au fond de l'acceptation du pouvoir des notables par la population. Et Paul Venn dit trois choses. La première, elle va nous rappeler une analyse qui a été faite par Alexis de Tocqueville sur, au fond, le caractère tout à fait relatif de la frustration qui est ressentie par les individus vivant en société. Paul Venn dit la chose suivante: l'inégalité semble naturelle quand elle semble irrémédiable, et non quand elle est juste ou fonctionnelle. Et là, je crois que c'est une réflexion extrêmement intéressante. La justice d'une société ne préjuge en rien de l'acceptation dont elle peut faire l'objet. L'ordre social, la légitimation de l'ordre social n'est pas indexée sur la justice ou sur le caractère efficace de celui-ci. Première réflexion qui oblige déjà à saisir le fait que la contestation de l'ordre social, que le progrès vers la justice est dépendant de conditions historiques et sociales tout à fait spécifiques. C'est le moment tocquevillien de l'analyse de Venn. Deuxième moment de son analyse, c'est un moment qu'on pourrait caractériser comme bourdieusien. C'est-à-dire que Paul Venn nous dit « Les hommes ne font pas l'égalité et la justice des conditions sine qua non. Ils mettent leurs aspirations en consonance avec le possible et la relative stabilité des sociétés, entre l'idylle et le chaos, ne tient pas à un juste équilibre qu'elles auraient réalisé entre leurs membres, mais au fait que l'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. » C'est-à-dire que les inégalités sociales sont vécues dans le cadre d'un mécanisme d'adaptation du possible au réel. On ne franchit jamais mentalement, psychologiquement, des frontières sociales que l'on ne peut pas franchir dans la réalité. Il y a un mécanisme d'ajustement des individus à l'ordre social dans lequel ils vivent, qui est évidemment un obstacle tout à fait essentiel à la remise en cause des inégalités, quel que soit le niveau objectif qu'elles peuvent atteindre. Et troisième moment, et c'est le moment de la plus grande originalité de Paul Venn dans son analyse des inégalités, il dit, au fond, il replace la société grecque comme une société d'ordre et il récuse l'idée que parce qu'on a une société d'ordre, avec des groupes sociaux extrêmement différenciés, on aurait expliqué, au fond, la légitimation des inégalités. Et Paul Venn dit cette chose, il dit « L'absence de frustration n'est pas liée à la division en ordre. Ce n'est pas parce qu'on a des castes, par exemple, que l'on va avoir une absence de frustration et d'envie. » Il dit « C'est plutôt le caractère non universaliste de la mobilité qui entraîne à la fois la consonance avec le possible, le renoncement aux ambitions frustrantes, la légitimation des privilèges et la division formelle ou informelle des ordres. »
Et donc, retenons ce point, c'est le caractère non universaliste de la mobilité qui empêche la contestation des inégalités sociales et la remise en cause de l'ordre social. Et là, cette réflexion, pourquoi elle m'intéresse et pourquoi je la mets en exergue de cette conférence? Eh bien parce que la société dans laquelle nous vivons, les sociétés occidentales du début du XXIe siècle, sont des sociétés qui, si l'on suit l'analyse de Paul Venn, réunissent toutes les conditions d'une remise en cause des inégalités. Jamais nous n'avons vécu dans des sociétés dans lesquelles les critères d'accès à la mobilité sociale n'ont été aussi universels. Jamais nous n'avons vécu dans des sociétés formellement aussi ouvertes à toutes les ambitions, à tous les talents. Depuis les années 1960 et 1970, les femmes ont été autorisées à sortir du foyer, à sortir de cadres conjugaux qui pouvaient être extrêmement contraignants, à entrer sur le marché du travail, à divorcer quand elles le souhaitaient, à rejoindre la société. Dans de nombreux contextes, les populations appartenant à des minorités ethno-raciales ont vu tomber un certain nombre des barrières légales, juridiques à leur participation à la société. C'est notamment évidemment le cas aux États-Unis où la ségrégation légale a été abolie et où les droits civiques et politiques des Noirs ont été proclamés. Et dans l'ensemble des sociétés, en Europe et en France, la démocratisation scolaire, l'ouverture du système éducatif a ouvert à des catégories de la population qui étaient privées de cette éducation des voies de mobilité qui étaient totalement inconnues pour leurs parents ou leurs grands-parents. Donc nous vivons dans des sociétés qui remplissent, au moins formellement, cette condition tout à fait essentielle pour Venn, qui est que nous avons, en tout cas dans le discours que la société tient sur elle-même, un critère universaliste d'accès à la mobilité qui, s'il n'est pas rencontré dans la réalité, devrait au moins aiguiser les frustrations, remettre en cause les inégalités. Et pourtant, nous avons cette organisation symbolique du monde social et des niveaux d'inégalité extrêmement puissants. Nous avons cette ouverture d'une ampleur historique inégalée et nous avons une absence de contestation des inégalités et de la concentration des richesses. Et c'est sur ce constat-là, sur ce paradoxe, sur cette surprise, sur cet étonnement de la conciliation d'aspects subjectifs et objectifs en apparence dissonants que je voudrais entrer et développer les trois séries de réflexions que j'ai annoncées. La première, au fond, va être une série de réflexions de sociologie générale sur le processus d'individualisation et son déploiement dans l'espace social. Alors, que faut-il entendre par individualisation? L'individualisation, c'est d'abord une thèse sociologique qui a été formulée par Ulrich Beck, un sociologue allemand, et qui disait une chose extrêmement simple, c'est que l'individualisation, c'est la possibilité ouverte aux individus de faire des choix dans un nombre de contextes extrêmement variés dans leur vie. L'individualisation, c'est la possibilité de remettre en cause en permanence les liens que nous avons noués avec autrui. Prenons un exemple très simple et que Ulrich Beck analyse pour illustrer ce processus d'individualisation. Nous vivons peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité dans des sociétés où les liens privés sont réversibles, où nous pouvons changer de partenaire conjugal au gré de nos souhaits, de nos envies, de notre satisfaction. Évidemment, l'analogie est possible avec ce qui se passe dans le monde de l'emploi, où, si l'on compare notre situation avec celle de nos parents ou de nos grands-parents, les changements d'emploi, les bifurcations, les remises en cause de nos carrières sont infiniment plus fréquentes. Donc l'individualisation, c'est un cadre social, un contexte social dans lequel nous sommes conduits à faire des choix de manière croissante, de manière de plus en plus régulière, à choisir ce que nous voulons mettre dans notre assiette, à choisir, encore une fois, les goûts, les formes de loisirs que nous allons adopter pour vivre en société. Et simplement, simultanément, l'individualisation, c'est un processus qui va placer les individus dans un régime d'incertitude permanente. L'individualisation ouvre les possibles
et démultiplie les risques. L'individualisation va renforcer les capacités de choix des individus et elle va les placer dans l'obligation de se redéfinir en permanence. Donc l'individualisation est un processus qui a une phase positive dans la libération par rapport à un cadre ancien ou à des cadres anciens, qu'ils soient professionnels, nationaux, conjugaux, et en même temps, c'est un processus qui va être extrêmement coûteux pour l'individu dans la mesure où il va l'obliger en permanence à s'inscrire dans une compétition avec des égaux. Dans une compétition avec des égaux, c'est-à-dire que les cadres de la solidarité sociale vont être en permanence érodés par le principe du choix ouvert et perpétuellement ouvert aux individus. Donc le principe d'individualisation, c'est une nouvelle forme d'organisation de la société. Et là, il y a une confusion à ne surtout pas faire. L'individualisation, ce n'est pas la fin de la société. Ça, c'est une interprétation qui a été faite, mais qui est fausse. L'individualisation, c'est la transformation du cadre social dans une exigence de plus en plus individualisée de réalisation de soi. Et alors cette thèse, elle est largement démontrée, elle est largement assénée et elle est largement revendiquée pour l'analyse de la société dans sa globalité. Ce que je voudrais faire là, encore une fois, c'est m'appuyer sur des exemples plus ponctuels pour montrer comment cette individualisation, elle va dans plusieurs espaces, dans plusieurs lieux de la société, bien produire des effets de corrosion du sentiment de solidarité. Premier lieu où on va trouver les effets de cette individualisation, c'est dans ce qu'on pourrait nommer les élites, dans les catégories de la population qui ont le plus de ressources, notamment le plus de ressources culturelles. Qu'observe-t-on ? Une concurrence de plus en plus aiguë pour l'accès au diplôme, une concurrence de plus en plus aiguë pour la transformation de ces diplômes en emplois valorisés et valorisants. Et au fond, cette concurrence, elle va produire le sentiment d'une réussite et d'un mérite absolument personnel ou lié à une implication absolument personnelle du fait qu'il ne suffit pas d'être de bonne famille pour entrer dans les plus grandes universités. Il ne suffit même pas d'entrer dans les plus grandes universités pour accéder à un bon job. La concurrence qui s'est instaurée dans des cercles on va dire, d'élite de la société produit un sentiment d'élection individuelle et un sentiment qui rattache au mérite personnel et non pas à une appartenance sociale, la réussite de l'individu. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est-à-dire que la sélection et le caractère de plus en plus rentable d'un nombre de positions de plus en plus limité va sécréter un sentiment d'élection individuelle qui va bien sûr être rattaché par les vainqueurs au mérite dont ils ont fait preuve. Si on se place maintenant du point de vue de catégories plus populaires de gens qui vivent sans être pauvres, mais en travaillant et en étant largement subordonnés, notamment dans le monde de l'emploi, c'est tout l'ensemble des populations qu'on va caractériser comme ouvriers, employés notamment. Eh bien, ces populations vivaient il y a 1 ou 2 décennies dans des espaces qui étaient largement des espaces fermés, des espaces qui étaient culturellement fermés autour d'une appartenance de classe solide et qui les protégeaient du reste de la société. Comme toutes les autres catégories, ces populations, elles ont eu accès à l'enseignement supérieur. Elles ont eu à l'enseignement, peut-être parfois à l'enseignement supérieur. Elles ont eu accès à la transformation de leur relation avec autrui. Le fait d'être passé d'un statut d'ouvrier qui travaille avec la machine à un statut d'employé de service qui travaille avec des hommes oblige à se confronter en permanence à autrui et à développer une forme d'empathie, fût-elle instrumentale, avec les autres parties de la population. Et donc, un mouvement d'ouverture en profondeur s'est produit qui expose les catégories populaires à une compétition pour l'accès à des biens qu'elles n'ont pas les moyens de remporter parce que cette compétition, elle la livre toujours avec un retard sur les catégories qui ont désigné des biens comme devant être valorisés. Donc, le grand changement que l'on observe, c'est la fin d'un isolat ou d'isolat culturel, de forme de séparation qui était bien sûr enfermante. Et l'altérité dans laquelle les populations ouvrières étaient maintenues avait évidemment quelque chose d'aliénant.
Mais en même temps, la séparation, l'altérité a une dimension protectrice. Et cela, c'est une dimension qu'il ne faut jamais perdre de vue, tant s'essoufflent dans cette compétition les possibilités de définir des repères, des protections par rapport à une compétition qu'il n'y a pas de moyen d'éviter. Donc pour toutes ces catégories qui, sans être pauvres, sont soumises aux transformations de l'emploi, aux transformations que j'ai évoquées de la société, eh bien, on est exposé, on est à découvert et on n'a plus de repli. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui produit des effets tout à fait substantiels. Et puis enfin, il faut parler aussi des populations qui sont les plus démunies, parce que la période de l'individualisation, c'est aussi une période de la paupérisation de masse, de la vulnérabilité de masse. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait frappant de constater que la paupérisation, elle se vit et elle est vécue sous la modalité de l'individualisation. Mais d'une individualisation, non pas parce qu'on a un excès de ressources et qu'on se distingue des autres, mais une individualisation par défaut. On est soustrait, on est renvoyé à sa propre individualité et à sa propre responsabilité. Et c'est dans ce cadre-là, au fond, que l'individualisation va produire ses effets les plus délétères. Elle va donner à ceux qui sont dans les situations les plus défavorables, les plus défavorisés, le sentiment de la responsabilité dans leur existence, dans leur destin social. Alors, ces mouvements sociaux, ces transformations sociales, eh bien, elles se déploient dans différents espaces, mais elles convergent dans le creusement d'un hiatus entre les inégalités objectives et la perception des inégalités. Les inégalités objectives augmentent et la perception des inégalités diminue à mesure que nous pensons, quelle que soit notre position dans la société, notre destin comme étant rattaché de manière primordiale à notre mérite ou à notre responsabilité individuelle. Et donc, ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir des dynamiques hétérogènes qui sont liées à des contextes sociaux différents produire des effets qui sont tout à fait identiques. Des effets d'individualisation, de la représentation de soi et du coup de décalage par rapport aux inégalités objectives que l'on peut observer. Deuxième temps de ma réflexion, je voudrais aborder la manière dont l'État social, dont les institutions de protection sociale, qui sont les garantes dans nos sociétés de la solidarité, vont réagir par rapport à ces transformations sociales. Donc, la manière dont, au fond, les modèles de solidarité vont réguler cette transformation, cette individualisation des inégalités dans nos sociétés. Et alors, ici, je voudrais juste faire un point de clarification d'une position qui est à la fois une position intellectuelle, mais qui en même temps ne peut pas ne pas être une position politique. Parce que quand on aborde le lien entre la manière dont des institutions vont gérer, réguler des transformations sociales, eh bien, il y a toujours au fond deux positions polaires et que je voudrais récuser l'une et l'autre. La première, c'est de penser au fond que les évolutions sociales imposent une nécessité par rapport à laquelle les institutions n'ont d'autre choix que s'adapter. Et là, évidemment, c'est une position qui nous entraîne, qui nous fait glisser vers un traitement conservateur des problèmes sociaux. Parce qu'après tout, si la réalité économique et si la réalité sociale imposent des faits par rapport auxquels les institutions n'ont aucune marge de manœuvre, alors quelle est réellement la voie pour refonder ou pour aménager plus de justice sociale? Il n'y en a pas. Donc les institutions ont une marge de transformation de la société. Mais symétriquement, penser que les institutions peuvent faire fi des transformations sociales sur lesquelles elles se greffent est tout à fait illusoire. Et le volontarisme politique, associé à l'idée que l'on pourrait refonder la société entièrement, eh bien, conduit également dans une impasse parce qu'elle empêche de voir et d'examiner, de discerner les conditions de réalisation de la justice sociale dans des sociétés qui ont encore une fois une réalité très marquée
par ce processus d'individualisation. Deuxième remarque, j'ai prononcé, enfin je n'ai pas prononcé encore, mais je l'ai indiqué dans le titre de la conférence, le terme de néolibéralisme, en parlant d'ère néolibérale. Et ici, je voudrais aussi dissiper une confusion qui est souvent faite et qui consiste à penser que le néolibéralisme exclut toute intervention des pouvoirs publics ou que le néolibéralisme se traduit nécessairement par une forme de démantèlement des solidarités sociales, des protections sociales, de tout l'ensemble des institutions qui ont fondé ou formé nos sociétés au cours du XXe siècle. Et au fond, je pense que le néolibéralisme est bien au contraire une transformation, un redéploiement de ces institutions sociales, mais dans un sens qui va activer l'individualisation, qui va renforcer l'individualisation dont je parlais. Donc au fond, les institutions de protection sociale, telles qu'elles sont dans le monde d'aujourd'hui, telles qu'elles existent et telles que je vais tenter de vous les décrire, eh bien, elles sont à la fois un reflet de ce processus d'individualisation et elles sont en même temps un facteur d'approfondissement. Elles vont renforcer une dynamique qui est immanente à la société. Alors, je voudrais reprendre les trois espaces de la société que j'ai évoqués dans le premier temps, mais dans l'ordre inverse, en partant d'abord des segments les plus pauvres de la population. Et ça, je pense que c'est la transformation la plus fondamentale à laquelle nous sommes confrontés par rapport à ce qu'a été la trajectoire de construction des États sociaux au XXe siècle. Eh bien, les États sociaux que nous connaissons aujourd'hui sont des États sociaux qui ciblent leur intervention sur les populations les plus défavorisées, les plus démunies. Les États sociaux ont réorganisé leur protection autour, non pas de l'ensemble des citoyens ou de l'ensemble des salariés, mais autour des populations qui sont désignées et labellisées comme pauvres. Donc il y a un grand mouvement de ciblage. On passe d'une préoccupation pour la solidarité sociale à une préoccupation pour la lutte contre la pauvreté. Et ici, je crois qu'il faut immédiatement souligner que ce mouvement, qui n'est en rien un démantèlement de l'État social, produit des effets qui sont tout à fait problématiques. Et là, je m'appuie très simplement sur des travaux de sciences politiques, notamment les travaux de personnes qui sont issues des pays les plus égalitaires du monde, les pays nordiques ou scandinaves du nord de l'Europe, et notamment un article tout à fait essentiel de Walter Korpi et Joachim Palm, qui s'appelle « Le paradoxe de la redistribution par l'État social » et qui dit une chose tellement simple et tellement forte qu'il me suffit de la répéter sans rien y ajouter, c'est que plus on cible l'intervention sur la pauvreté, plus une société se donne comme objectif explicite de lutter contre la pauvreté, et moins elle est en mesure de remplir l'objectif qu'elle se fixe. Parce que plus on cible la pauvreté, et moins on redistribue à la population, plus on cible la pauvreté, et plus on désigne les personnes qui vont être aidées comme étant à la marge, à la lisière de l'organisation sociale, et donc on applique sur elles une image qui va entraîner une forme de stigmatisation, de mise à l'écart et de mécanismes qui vont avoir leur propre dynamique. Donc, d'un point de vue de stricte économie de la redistribution, le ciblage, la lutte contre la pauvreté, non seulement est compatible avec l'augmentation des inégalités, mais on peut même penser qu'elle est une condition de possibilité de l'accroissement des inégalités. Une société de marché, une société qui laisse se déployer les forces de la concurrence, est une société qui fait sa part à un filet de sécurité résiduel qui ne concerne que les populations les plus pauvres. Donc il y a une compatibilité et même, j'allais dire, une productivité de ce type d'organisation dans l'organisation, la légitimation des inégalités. Simplement, ça n'est pas la fin de l'histoire. Les sociétés que nous connaissons, elles sont évidemment marquées par des personnes qui sont protégées au titre de leur pauvreté et par des personnes qui sont exclues de ces filets de protection. Et là, je voudrais insister sur l'effet pour ces catégories populaires que j'évoquais, celles qui ne sont pas pauvres mais qui sont situées juste au-dessus des seuils d'éligibilité pour accéder aux prestations sociales telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, on va dire les presque pauvres, eh bien, pour ces personnes qui, encore une fois, vivent à découvert, obligées de participer à une compétition qu'elles n'ont pas les moyens de remporter, puisqu'elles la mènent avec retard par rapport aux autres catégories, eh bien, pour elles,
une des seules manières de conserver une identité valorisante, eh bien, c'est de détourner sur plus pauvre qu'eux le stigmate d'une condition subalterne et démunie. Et donc, un des grands mouvements, qui est peut-être l'obstacle principal à l'édification de la justice sociale, c'est ce qu'on pourrait appeler ce ressentiment populaire, cette adhésion très profonde dans des segments populaires de la population à l'idée que la solidarité, telle qu'elle est mise en œuvre par l'État, entretient les pauvres dans la paresse, dans la dépendance, dans des comportements asociaux. Et cette idée, elle ne naît pas de rien. Elle naît d'une fragilité réelle, d'une fragilité objective, mais qui est en quelque sorte retournée sur ceux que la société a désignés comme étant dignes d'être aidés. Et donc vous avez un télescopage, on pourrait le dire comme ça, entre un accroissement des inégalités objectives qui concernent les pauvres et les catégories populaires en même temps. Elles sont toutes concernées par cet affaissement de leurs ressources et de leur protection, et une frontière symbolique et une frontière morale qui passe à l'intérieur de ce monde populaire, qui peut-être pour la première fois va opposer des catégories modestes à des catégories pauvres, en faisant se recouper des lignes d'opposition sociale et des lignes d'opposition ethno-raciale, avec une appréciation moralisante de la pauvreté, c'est-à-dire une condamnation de la pauvreté. Et enfin, évidemment, cette condamnation de la pauvreté, cette appréciation négative de la pauvreté, elle ne donne pas le dernier mot du traitement de ces populations dans nos sociétés, elle ne nous donne pas le dernier mot des formes de solidarité. Il y en a une dernière à laquelle il faut faire justice et à laquelle j'ai consacré le dernier ouvrage que Patrick évoquait, c'est la question de la philanthropie. La question de la philanthropie, c'est-à-dire le redéploiement d'un grand nombre d'initiatives à partir de l'implication d'acteurs privés dans la société. Alors ici, il ne s'agit évidemment en aucun cas de porter une critique sur le caractère instrumental de la philanthropie, de cette redistribution privée pour légitimer des inégalités. De ce point de vue, le livre de Paul Venn, Le pain et le cirque, que je citais au début, est un antidote absolument parfait. Il récuse absolument l'idée que la philanthropie, de donner de l'argent, puisse servir à asseoir un pouvoir. Il dit les choses très simplement, le pouvoir est déjà assis. La philanthropie ne fait qu'exprimer la supériorité des gagnants. Et dans une société, prenons le cas de la société des États-Unis, où 1% de la population concentre 20% de la richesse, 10% de la population concentre 40% de la richesse. Comment penser sérieusement que le don philanthropique va servir à asseoir un pouvoir? Le don philanthropique va exprimer une supériorité, va produire une rationalisation, une justification d'un rapport de force qui est déjà constitué au sein de la société. Et donc la philanthropie, elle est intéressante parce que contrairement à l'idée qu'elle va véhiculer, la philanthropie se présente comme l'émanation de la société civile, eh bien la philanthropie, elle va travailler de l'intérieur l'organisation de l'État social. Parce qu'au fond, la philanthropie, ça n'est jamais, et les milliardaires américains qui le dénoncent sont en même temps les premiers à le reconnaître, la philanthropie est assise sur de l'argent public. Ce sont des affaires privées qui dépendent très étroitement de l'argent public, de déduction fiscale, de déduction d'impôts. Et cette philanthropie, elle va participer à ce qu'on appelle un État-providence caché. Un État-providence caché dont le développement est continu depuis plusieurs décennies. Et cet État-providence caché, j'emprunte l'expression au politiste américain Christopher Howard, eh bien, il va avoir deux caractéristiques tout à fait essentielles dans la période contemporaine. La première caractéristique, c'est que l'État-providence caché, donc qui fonctionne non pas par des politiques publiques, mais par des déductions fiscales, eh bien, c'est une action de la puissance publique qui va se dénier comme telle. Au fond, dans la période qui est la nôtre, on considère que c'est plus légitime et c'est plus efficace si des acteurs privés viennent en aide à des populations pauvres, luttent contre les maladies dans les pays du Sud, que ceci, c'est des institutions publiques qui le font. Donc les institutions publiques organisent, parfois souhaitent, leur propre affaissement et leur propre délégation à des acteurs privés d'un certain nombre d'actions qu'elles pouvaient mettre en œuvre auparavant. Donc,
une forme de dénégation de la puissance publique qui est liée à la délégitimation profonde dont elle souffre. Et deuxième aspect, peut-être encore plus problématique, c'est que l'extension de cet État-providence caché, il va opérer une redistribution vers le haut de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire qu'on va assister à des transferts de la puissance publique vers les parties de la population qui sont déjà les plus aisées. Les déductions fiscales vont assurer un retour aux catégories qui sont les plus à même de donner, donc les catégories qui payent le plus d'impôts et qui ont le plus de ressources. Et ici, on voit se mettre en place, non pas une diminution de l'intervention de l'État, mais une recomposition qui va participer à la nouvelle organisation, qui va participer totalement à la production de ces inégalités économiques, tout en offrant cette satisfaction personnelle, cette possibilité offerte à certains, de privatiser des techniques de pouvoir, de s'approprier des prérogatives de la puissance publique et tous les bénéfices symboliques qui les accompagnent. Donc, sur ces 3 points, dans ces 3 espaces sociaux, qui sont exactement ceux sur lesquels on a vu se déployer l'individualisation, on voit que les transformations de la puissance publique renforcent, approfondissent les effets des tendances sociales à l'œuvre. Alors, ça sera le dernier temps, et il sera plus court, mais en même temps, ce sera une ouverture à la discussion que nous pourrons avoir. Est-ce là le dernier mot? Est-ce là le dernier mot de l'histoire? Et n'y a-t-il pas un certain nombre d'orientations que l'on puisse imaginer pour non pas approfondir les effets les plus délétères ou les plus problématiques de l'individualisation au regard de la production de la solidarité ou de la justice sociale, mais au contraire, essayer de prolonger cette tendance à l'individualisation pour la ressouder avec la production d'un monde commun, avec la production d'institutions de solidarité. Et ici, je voudrais simplement essayer de dégager, sinon un horizon, mais de dégager une ligne qui est d'abord une ligne de compréhension du lien entre l'individu et le collectif, ligne de compréhension du lien entre l'individu et le collectif qui peut être incarnée dans une stratégie politique, et puis éventuellement, et ce sera le dernier point, les risques d'une stratégie que je vais essayer de dessiner. Alors, premièrement, le premier aspect qui, je pense, découle logiquement des points précédents, c'est qu'il me semble tout à fait vain et illusoire de chercher à endiguer un processus d'individualisation dont les racines sociales ou sociologiques, si vous me permettez le terme, sont aussi profondes, aussi puissantes et ont à des sources aussi diversifiées que celles que j'ai pu évoquer. L'individualisation, elle est produite par en haut de la société, elle est produite par en bas, elle est produite par le milieu. Il y a, on pourrait le dire comme ça, une demande sociale qui est aussi, et je pense que pour des esprits progressistes, c'est parfois difficile à envisager, il y a aussi une validation populaire d'énoncés tout à fait centraux dans le néolibéralisme. L'entreprise de soi est un vocable qui est très largement approprié jusque dans des segments de la société extrêmement défavorisés. Donc, le premier point, c'est qu'il semble totalement illusoire de s'opposer à ce courant, mais en même temps totalement illusoire de s'y limiter. Et de ce point de vue-là, l'individualisation, encore une fois, est une forme d'organisation sociale. Et si l'individualisation est une forme d'organisation sociale, elle peut tout à fait être étayée collectivement par des institutions, par des protections et par le souci que cette individualisation ne soit pas une responsabilisation, mais un étayage des capacités différenciées des individus et de leur projet de vie dans les différents contextes où ils se trouvent. Donc, il n'y a pas d'opposition philosophique, me semble-t-il, même si là je parle évidemment sous le contrôle des professionnels que vous êtes, entre cette individualisation sociologique et la réalisation de la justice sociale. Et on peut même penser que depuis quelques années se dessine ce qu'on pourrait désigner comme une stratégie politique ou une stratégie de réorientation de l'État social qui va chercher
à transcrire dans la réalité de l'organisation de nos sociétés c'est cette recherche d'adéquation, de personnalisation de l'aide et puis d'étayage collectif des trajectoires individuelles. Cette stratégie, elle a un nom. C'est une stratégie qu'on pourrait désigner comme une stratégie d'investissement social. Une stratégie d'investissement social, c'est sans doute un terme que vous avez déjà entendu, mais au fond, l'investissement social, c'est une notion qui repose sur un postulat tout à fait simple, mise en évidence par les travaux de Heckman, qui consiste à dire que plus une société investit tôt dans ses membres, et plus le rendement sur le long terme est grand. Plus la société va offrir un accueil de qualité à l'ensemble des enfants, plus la société va se donner les moyens d'en faire des individus capables de mener leurs projets comme ils le souhaitent, y compris dans une économie très compétitive et très concurrentielle. Donc l'idée d'investissement social, c'est au fond quelque chose de très simple, c'est de considérer que les transformations sociales qui créent une forme de concurrence radicale et de nécessité pour tous les individus de réviser leurs choix en permanence, une forme de réflexivité très exigeante qui s'impose à tous, elle est d'autant plus acceptable qu'elle est préparée très en amont par une prise en charge collective très substantielle des individus. Alors, cette idée de Heckman qu'il fallait investir très tôt dans la petite enfance pour préparer les individus plutôt que de réparer les risques sociaux une fois qu'ils sont advenus, elle a très largement été corrigée parce qu'on se rend compte que si on investit très tôt et qu'après on arrête, eh bien les effets se perdent et que finalement l'investissement initial n'est pas si rentable que ça. Donc les révisions qui ont été apportées, elles consistent à dire très simplement il faut investir sur les individus à chaque moment de leur cycle de vie, et notamment quand ils vont être dans des transitions notamment entre le moment de l'enfance et le moment de l'adolescence, le moment où on est en études, en formation, et la transition vers le monde professionnel qui s'accompagne très souvent d'une transition privée avec la constitution d'une famille. Bref, il y a des moments de jointure dans la vie des individus, dans les parcours de vie, sur lesquels la puissance publique peut intervenir. Et en continu, en s'adaptant, en épousant de la manière la plus étroite possible, au fond, ces exigences, ces demandes qui émergent à des moments de basculement et donc de mise en risque des individus dans leur trajectoire sociale. Et le point fondamental de cette stratégie, c'est que, contrairement à beaucoup de discours qui voient dans l'égalité des chances, au fond, assurée par un investissement précoce, eh bien, l'alpha et l'oméga de la justice sociale, cette stratégie, et notamment là, ce travaux de Gösta Esping Andersen qui l'ont montré de manière très très précise, eh bien, elle implique une égalité réelle pour la réalisation de l'égalité des chances. Je veux dire, elle va au-delà de cette dissociation totalement scolastique entre ce qui serait l'égalité des chances, une ligne de départ égale pour une compétition dont le résultat serait accidentel, avec une préoccupation pour l'égalité des résultats, l'égalité d'arrivée. Elle dit, on ne peut pas construire l'égalité des chances si on s'appuie, si on récuse toute préoccupation pour l'égalité réelle, pour l'égalité des résultats. Il faut associer les deux et il faut construire de l'égalité effective pour assurer un minimum d'égalité des chances dans la reproduction de la société. Donc, une stratégie qui va dessiner non pas un démantèlement mortifère pour la solidarité, mais non pas non plus un statu quo des institutions de protection sociale qui laissent de côté les moins qualifiés, les femmes, les jeunes, les membres des minorités ethno-raciales qui subissent des discriminations sur le marché du travail. Elle dessine une voie de redéploiement de la solidarité dans l'âge de l'individualisation. Et dernier mot sur lequel je voudrais conclure cette conférence, c'est que je crois qu'il faut retenir, même quand on fait preuve, comme c'est mon cas, d'une forme d'enthousiasme pour une vision, ou en tout cas un renouvellement de la vision que l'on peut se faire de la solidarité, je crois qu'il faut retenir les leçons du passé et les écueils des formes institutionnalisées de protection sociale qui ont pu être mises en œuvre dans les différentes sociétés. Et ici,
eh bien, je crois qu'il y a quelque chose qui est tout à fait, un garde-fou tout à fait évident que l'on peut se donner, c'est que autant investir dans la population, investir dans la formation des compétences des individus et étayer collectivement les parcours de vie par des protections à chaque moment où les individus en ont besoin, c'est un idéal auquel on peut souscrire et qui me semble adapté, au fond, aux coordonnées élémentaires ou fondamentales des sociétés contemporaines. Et en même temps, faire cela, cela veut dire qu'on va organiser le bien-être collectif, que l'on va organiser la solidarité sous la modalité d'action, de services, de prestations qui vont être servies à la population sous des modalités qui risquent d'être d'autant mieux appropriées que l'on dispose déjà de la compréhension, de l'intérêt que l'on peut avoir à faire cet investissement. Donc il y a le risque de ce qu'on appelle très simplement l'effet Mathieu, c'est-à-dire que les ressources soient d'abord appropriées par les classes moyennes, par ceux qui en ont le moins besoin. Ouvrez une bibliothèque de quartier, même dans un quartier défavorisé, et vous verrez que vous avez une sélection sociale dans les parents et les enfants qui la fréquentent, et que cette sélection sociale est, pour parler comme les économistes de l'assurance, une anti-sélection. Une sélection qui va à rebours de la justice sociale. Donc je crois qu'on peut retenir de la prise en compte de cet effet Mathieu qui a eu des effets si importants sur les formes de solidarité qui se sont développées au XXe siècle, eh bien l'idée de se donner un critère simple de non-discrimination indirecte dans la mise en œuvre de cette stratégie d'investissement social. Elle doit être en permanence révisée à l'aune de l'idée qu'elle doit bien s'adresser, elle doit bien toucher, elle doit bien être reçue par les catégories de la population pour lesquelles elle est la plus utile. Je vous remercie.